Institut français, vivre les cultures. Bonjour. Au nom de monsieur, notre collègue ami Khan Mamadou Nadia, je tiens à présenter ses excuses à tout le monde. Il s'est trouvé pris dans un engagement professionnel de dernière minute qui ne lui permet pas d'être là. Pour l'essentiel, il a donc, je crois que l'essentiel de sa communication va être présenté par monsieur Marouani. Qui est tout aussi légitime de ce point de vue que lui. Il est président du conseil d'administration de l'Office national des musées, donc Khan Mamadou Nadia, il est directeur général. Il est également ex-conservateur du musée. Et donc il connaît bien les sujets dont on va parler. Monsieur Khan vous présente donc toutes ses excuses et il vous donne rendez-vous cet après-midi au musée où il sera là pour vous présenter donc l'aspect muséographique de la chose. Et merci. Merci. Autour de cette thématique-là, transmission et valorisation du patrimoine, on va aborder cette question parce qu'on sait très bien que depuis 5 ans, le ministère de la Culture a créé l'Institut national de musique, qui était un conservatoire. Malheureusement, cette expérience a duré pratiquement 4 ans et cet institut a été fusionné à l'Institut mauritanien de recherche et l'information sur le patrimoine. Donc cette initiative, malheureusement, il n'a pas beaucoup duré pour faire la valorisation et assurer la transmission du patrimoine musical mauritanien. Mais de toute façon, lorsqu'on parle de la transmission et la valorisation du patrimoine, on sait très bien que la Mauritanie, depuis quelques années, a déposé un dossier pour classer les poupées mortes Thédine, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Là, je peux avoir le premier slide. Donc, depuis quelques années, depuis 2006, la Mauritanie a déposé cette requête auprès de l'UNESCO pour classer les poupées mortes, qui fait partie d'Azawan, bien évidemment. Thédine est une composante essentielle dans le Zawan. Et en fait, cet élément du patrimoine Azawan a été classé comme notre document papier, le premier document. Donc, malheureusement, on n'a pas beaucoup les labels de l'UNESCO patrimoine depuis la convention 2003 relative au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La Mauritanie, concernant la valorisation du patrimoine Azawan, a classé Thédine, qui a été accepté et classé le label du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais aussi, il y a un autre aspect où la Mauritanie a présenté le système, si j'ose dire, trésor humain vivant. On a 3 musiciens mauritaniens qui ont été classés ou bien déclarés trésor mémoire vivant. Je cite Sidatul Daba et Sid Ahmed Oul-Bakal. Je sais pas, Sid Ahmed Sid Ahmed ou Ahmed Zeydan et un autre, bon, ce sont 3 griots. Il y a Sidati, il y a Sid Ahmed Ahmed Zeydan et il y a un autre, donc j'ai bien mentionné son nom. Et donc, sur le volet valorisation, quand même, il y a un travail qui a été fait, dans ce sens-là, parce qu'on a déjà
crois, c'était en 2006 où les trésors mémoire, trésoriers vivants ont été inscrits à l'UNESCO. On sait très bien que le dossier mauritanien, il y avait 3 griots mauritaniens, plus 3 détenteurs du savoir traditionnel matérialiste des Imraliens. Donc malheureusement, la majorité de ces personnes qui ont été classées patrimoine, dans le patrimoine de l'UNESCO ont été malheureusement décédées parce que Sidati, il est décédé. Et puis, comment Sid Ahmadou Ahmedzégan, il est encore vivant, je pense. Oui. Mais pour les Imraliens, ils ont décédé. Donc il y a un effort quand même sur cet aspect de la valorisation du patrimoine. Donc c'est ça, vous pouvez passer à la seconde, parce que sur 3 pages, ça c'est le document, il y a plusieurs pages. Avant, pour que j'ai le téléphone. Ouais. Donc c'est bien mentionné. Donc ça c'est l'ex-conservateur du patrimoine qui a présenté ça. Donc ça c'est les documents sur lesquels Azawan, les coupés morts, c'est la récap. Donc, juste ça, c'était une introduction de notre débat sur la valorisation du patrimoine musical d'Azawan. Et normalement, la première intervention, c'était prévu avec notre collègue Kalmamoudou Hadia. Donc, je donne la parole à Anne Malouani, qui va. Donnez-moi le second élément, c'est trading, le document audiovisuel. Pardon, excusez-moi. Il y a une vidéo sur trading, des poupées nains, morts classés, patrimoine, je ne sais pas trop. Without that, she would not come. Without that, she would not come.
Ça, c'est un élément, c'est parmi les dossiers qui a été présenté par la direction du patrimoine pour le classement de cet élément musical comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, je passe la parole à mon ami et collègue Ali Marwani. إطار هذا النشاط أنا اخترت نقدم مداخلة حول تحديدات إثنوغرافية متعلقة ببعض الأدوات الموسيقية اللي شاهدوها في مربع الأدوات الموسيقية بالمتحف الوطني، إلى أنه توجد عدة أدوات أخرى بشكل إضافات في ميدان الآلة الموسيقية أو الأداة الموسيقية، واخترت في هذا السياق أنني نعدد الذي قال شيء يتعلق بطبل قديم ومعروف دخلته كنموذج هو ما يعرف بطبل دقداقي، خاصة أن هذه الأداة أداة عريقة وقديمة وكانت تستعمل في المسار الذي ينطلق من تمبكتو ولاتا تيشيت ودان، ومن ولاتا هاجرت هذه الأداة إلى النعمة أيضا. اسمع، أنا يقال ما نخبري حتى بالفرنسية غير بعد اللي نحاول. Dans cette intervention, j'ai essayé de faire un essai ethnographique sur les objets ou les instruments de musique qui existent sur le carré de la musique à la salle d'ethnographie au Musée national. Ces instruments, j'ai essayé de les faire compléter par un autre instrument qui s'appelle degdag. Degdag, c'est un instrument de son. Il est pratiqué à l'est de la Mauritanie, surtout entre Timbuktu, Oualata, Tichit, Ouadan. Et après la création de la ville de Néma, cet instrument a migré à Néma aussi. Donc, c'est un essai ethnographique. Il n'y a pas de relation avec le fond de la musique comme étant un art de son à apprécier. إذا اسمحوا لي نقدم لكم هذه المقدمة اللي عدت. تعد الموسيقى من الفنون القديمة التي عرفها الإنسان، ولا توجد معلومات دقيقة حول أصول نشأتها، ولكن من المؤكد أن بدايتها كانت مستخلصة من الطبيعة كأصوات الكائنات الحية، أصوات الطيور، الحيوانات، أزيز الأشجار، خبير المياه،
وقد لاحظ الإنسان وجود هذه الأصوات فاستخدم القصب وصنع منه أنابيب لمحاكاة إصدار الصوت. تعريف الموسيقى. تعرف الموسيقى بأنها فن مؤلف من الأصوات والسكوت عبر فترة زمنية، كما تطلق خصيصا على لغة الألحان فقط. وعرفت لفظة موسيقى بأنها فن الألحان، وهي صناعة تبحث في تنظيم الأنغام والعلاقات فيما بينها وعن الإيقاعات فيما بينها. ومع مرور الزمن صارت الموسيقى جزء من حياة الإنسان يوظفها في التسلية والترويح عن النفس وتدعيم قدراته في مواجهة الحياة. وهنا لا بد من الإشارة إلى المكانة التي تحتلها الموسيقى ورموزها في المجتمع الموريتاني المعروفون عندنا بالجام ومفردهم بالجيم. ويتقاطع هذا الاسم مع إخواننا في المجتمعات الإفريقية المتاخمة لأرضنا، وذلك بوصفه حافظا للتراث والأنشاد وكذا سلسلة الأنساب. لقد ظل المطرب أو الموسيقي عنصرا فاعلا في السلطة، ذلك أنه يناط به دور محوري في الدفاع عن الإمارة والإشادة بمآثرها، هذا فضلا عن دوره في الموسيقى أداء وإنشادا وتوريث هذا الفن للأجيال اللاحقة. وتتوزع الموسيقى وما يتعلق بها من فنون فولكلورية حيث يأتي أزوان على رأس هذا النسق بتنوعه وارتباطه بالثقافتين العالمة والشعبية. أزوان يعرف إذا dans cette introduction, j'ai fait une définition pour la musique et ses origines, ses racines. Tout le monde sait que ces instruments, au début, ont été fabriqués par des matériaux existants dans les arbres, des autres matériaux aussi. La définition, c'est que la musique, c'est l'ensemble des voix qu'on peut entendre, qu'on peut aussi apprécier. Les symboles de cette musique dans la société traditionnellement, ce sont les igam ou igim. Ces personnages, ce sont les conservateurs de ce patrimoine oral, de cette histoire traditionnelle ou maure ou négro-africaine. Donc, ils sont les conservateurs de ce patrimoine oral qu'on est en train de valoriser. Excusez-moi pour la traduction. إذا جلسة أزوان يعرف بالأداء الغنائي المصحوب بالموسيقى ذات الآلات الوترية وخصوصا الأردين والتجنيد. ويختلف أزوان عن الهول، ذلك أن الهول هو أداء غنائي جميل ومطرب، سواء أداه موسيقي محترف كالإيجيو أو أداه منشد وهو شخص أعطاه الله نداوة للصوت أو جشة في الأداء وهو ليس من شريحة الجام. وعلى العموم فإن هذه الفئات كلها تشتغل بالآلات الموسيقية. وهنا وبهذا المبحث سنتطرق إلى الآلات الموسيقية. Je vais essayer de donner un peu de Azawan. Il se compose de deux facettes. Une facette qui repose sur des instruments de musique et une facette orale qui se spécifie par les chants uniquement. Nous avons ici, j'ai fait ici une définition pour chaque instrument et sa spécialisation.
nous avons عندنا تصنيف الآلات الموسيقية. الآلات الموسيقية هي الآلات الموسيقية الإيقاعية للصوت، الآلات الموسيقية الوترية، الآلات الموسيقية الهوائية أو النفخية، الآلات الإيقاعية والآلات الإلكترونية. إذن هذه هي مجمل الأدوات أو الآلات الموسيقية التي يستعملها المجتمع الموريتاني. منها des instruments de son, des instruments de accords, des instruments à cordes, des instruments à air, si vous voulez bien, des instruments électroniques. الآلات إذن سأخصص le modèle que j'avais promis de parler sur les instruments de son أو الآلات الإيقاعية. من الآلات الإيقاعية الطبول، وهي التي تصدر الصوت عن طريق الضرب أو الطرق، ومن أنواعها الطبل والدقمة والقصال والكحكاح، وهي الأدوات التي توظف بها حركات الأيدي وبعض أطراف الجسم بحين تستعمل أدوات أخرى مرافقة لهذه الإيقاعات. ومن الآلات أيضا الرنانة مثل السرسارة وكاسات الشاي، وهذه كلها تعتبر جزءا من أزوان إذا كانت تستعمل في مجلس إيقاع. أما إذا قام بها غير الموسيقي فتسمى ضنجة، وسنتناولها بالتفصيل. الطبل يعد الطبل سيد الآلات الإيقاعية، ويصنع من قدح خشبي كبير وفوقه جلد من جلود البقر عادة، ويسمى ضربه ترديا، كما يسمى ضربه المتوالي راتب، وهو لفظ صنهاجي بمعنى الضرب. ولإيقاع الطبل أزيز شديد يؤثر في السامع إذا كان الطبال ماهرا، ولضرباته معاني متعددة عند الموريتانيين القدماء كالإعلام وإرشاد الضال واستدراك للمباشر كأراتب البزعة، مبادرة في ملاحقة المبتدئ. ويضرب لاجتماع أهل الحل والعقد، ويسمونه أراتب الجماعة. وعند الرحيل يضرب 3 مرات ويسمونه خبيط الرحيل. بما أن الطبل رمز من رموز السيادة العشيرة، فإن عملية انتزاعه في الحروب تعتبر قهرا في أعراض القبائل ذات الشوكة، وهو أبلغ عندها أحيانا من القتل والتنكيل، ذلك لأنه رمز سيادي في القبيلة، كما هو أداة هامة في المؤسسة الأميرية. ولشدة ارتباطه بالقبيلة يصبح بعض الأحيان وسيلة لإحصاء جيوشها، كأن نقول للقبيلة الفلانية 7 طبول أو 5 إلى آخره. والطبل اسم جامع بلا قيد على جميع الآلات الإيقاعية عند الموريتانيين، وعند التخصيص فمتعدد الأسماء، ومنه طبل المحصى وهو تابع للإمارة. وهو المتقن الذي يختار له من الجلود أحسنها ومن الأقداح أوسعها وأقواها، ويعرف عند الولاتيين بمناك الجار. وهو طبل أسطواني ذو وجهين. إذا نقف عند هذه الأداة. On va essayer de donner une traduction assez brève sur cet instrument. C'est un instrument de son. Le tam-tam, c'est un instrument de son. Il a une grande importance dans les institutions émirales maures ou autres. Il est connu par ses différentes
frappe, si vous voulez, quand on lui donne 3, c'est-à-dire que c'est le début d'un départ. Quand on lui fait des frappes rythmées, c'est-à-dire qu'il existe un conflit ou autre. C'est comme ça qu'on essaie de lui donner une identité importante. Pardon, monsieur Alain, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps, il faut passer sur la partie de Degdega automatiquement. Vous avez 5 minutes pour présenter cette partie. L'esquisse. بالنسبة للدقدقة هذه سبق وأن تكلمت عنها في البداية حول موضوع اعتبارها نموذج لهذه المعالجة، ذلك أن الدقدقة هي طبل محمول ويحمله صاحبه على منكبه ويقع أسفل إبطه وهو ذو وجهين، وهذا الطبل يوظف في المناسبات الأفراح وفي الإعلانات، ويوظف أيضا في ذكر أمجاد مختلف سكان المدينة. مثلا في ولاتا عندهم ما يعرف بالأحياء، وكل حي له رحبة، يعني un espace ouvert autour des maisons. Il y a des maisons autour de cet espace. وعندما تأتي الدقدقة لهذا المكان، مثلا عندما تأتي لرحبة بدوك، دقدقة له دافع من الفولكلور يقال له عند أهل ولاة والنعمة لقوا التصفاق. إذا لا بد من أن يكون هناك تصفيق حار وشديد كي تأتي الضربات بما يطلب منها. وعندما يصلون إلى رحبة بدوكل، رحبة بدوكل هذه بدوكل قبيلة قديمة من القبائل الصلهاجية التي كان لها دور كبير في تأسيس الدولة المرابطية الثالثة، وكان لها نزاع مع بعض القبائل الحسانية مما أدى بهم إلى التغلغل في جنوب الشرق الموريتاني. هذه القبيلة اسمها بدوكل. بدوكل من كلمة دكلة، ودكلة بمعنى جماعة. ويقولون عندما يأتون إلى هذه الرحبة يقولون على لسان، عادة ما تكون أهازيج دقاقة على لسان امرأة تحكي قصة أو على لسان أناشيد دينية، فتقول هذه المرأة مثلا عندما يصلون إلى رحبة بدوكل تقول يلوم أنا مولودة، بدوكل مجتمعين ورحبتهم مولودة. يعني أن بدوكل قبيلة لها شوكة كبيرة ومعروفة، واجتماع عندما تجتمع فيعني أن هناك أمر خطير يجب على سكان المدينة أن يتبينوا. أما بالنسبة لرحبة بارتي، عندما يأتون لرحبة بارتي هناك مثل عند الولاتيين يقول إذا تذكرهم هو يكسر بارتي، يعتبرون أناس شديد الطيبة. وعندما تأتي دقداقة إلى رحمة بارتي تقول الجارية يلما أنا برتلي، يعني هذا هو تمجيد بارتلي، برتلي يلما أنا مولودة أي الأنصار الهلة لا هي مشهودة برتلي. إذا هذه الأهازيج تحرك عواطف المنتمين إلى هذه القبائل. وهناك مسألة طريفة أخرى هي إحصاء الآبار في المدينة بواسطة أهازيج دقداقة. يذكر أن أحد الولاتيين أراد أن يسم حيواناته، أن يضع عليها ميسمة، ونادى أحد
حلفائه وطلب منه أن يساعده. ولما أراد أن يضع الميسر قال له اكتب على الدابة يا حفظ. قال الذي يريد أن يضع الموسم: سيدي الدابة لا يمكنها أن تحمل الاسم الأعظم. وانتهى عند ياحة، وبهذه أصبحت ياحة علما على فرع من القبائل الدودية. وهنا يقول هذه الأحازيج تحيلنا إلى الآبار الموجودة منذ العصر المسوفي وحتى الثامن عشر. يقول: ربي تعمر ياحة، تردد بالاستراحة، تنيان صام الياحة، عين النخل الياحة، كمران كان الياحة، كمران قاني يعني نسبة لغانته، كمران قاني الياحة، حتى ملوك الياحة. ملوك شريف معروف بالإنفاق، وكل هذا طبعا يسير تحت جناح ياحة لأن تحبه من الله تبارك وتعالى. إذا سأحاول أن أعطي خلاصة لهذه. قبل أن أعطي خلاصة لابد أن نشير إلى فولكلور عجيب يرافق دقداق في ولايته، وهو ظاهرة الأبناد. عندما يحدث عقد زواج بين أبناء أمة خاصة تمنع الزغاريد وتخرج الأبناد جمع بنت، والبنت هو عصا من الحديد عليها قماش حريري إما أخضر لا شية به أو أبيض لا شية به. وهنا يسير مثل يقال له البنت أشهر من الزغاريد. عندما يرفع هذا البنت يقال البنت أشهر من الزغاريد، معناته أنه في هذه المناسبة لا توجد زغاريد وإنما قرعات خفيفة من دقداق حتى يصلون إلى مكان الحدث. وبالتالي فإن هذه الأبناد اختفت في ولاته ونقلها الولاتيون إلى النعم لأنهم. Les collections se constituent naturellement par ce dépôt légal, mais pas que. Et donc, en parallèle de l'application de la loi du dépôt légal, qui a un périmètre très circonscrit, qui est ce qui est édité et distribué en France. France métropolitaine et outre-mer, mais malgré tout, territoire français. Donc, on a bien conscience, une fois que l'on a dit cela, qu'il y a un pan de production qui échappe à ce périmètre. Et donc, la bibliothèque et le département son vidéo multimédia par son intermédiaire a une politique de collecte et d'archivage, de dons et d'acquisition auprès de différents partenaires. Donc, nous avons ainsi des fonds de musique électroacoustique qui, évidemment, ne sont pas régulés du tout par le dépôt légal, mais bien par exemple, le don qu'on a fait Pierre-Henri, que je ne présenterai pas ici, le don qu'a fait Pierre-Henri de toutes ses archives. Archives sonores, bande magnétique pour l'essentiel, et archives papier, qui contextualisent, là aussi, l'ensemble de son travail. L'IMEB, l'Institut de musique électroacoustique de Bourges, institut de référence, qui nous a fait don, là aussi, de ses archives, et qui nous permet d'avoir un fonds de musique électroacoustique extrêmement important de référence. Dans un autre registre, nous avons des collections issues de dons de collectionneurs privés. Ainsi, Charles Delaunay, qui nous a fait don de sa collection de disques 33 tours et de l'ensemble de ses archives, donc passionné de jazz, collectionneur, une fois passionné et fondateur du label Vogue. L'ensemble de ces archives sont venues enrichir les fonds de la bibliothèque. Troisième point que je voulais souligner, les collectes de fonds d'ethnomusicologie. Et c'est là que l'on vient aux propos qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, des gens comme Henri Lecomte, d'Eben Bhattacharya, qui
est considéré comme l'un des fondateurs des musiques du monde, ce qu'on appelle musique du monde, world music, quel que soit le vocable qu'on veut retenir. Voilà, c'est quelqu'un né en Inde, décédé en 2001, me semble-t-il, et qui a fait don là aussi de l'ensemble de ses archives, collecte de terrain, sur la même façon que le travail produit par Michel Guignard, Simaharom, spécialiste de musique de Centrafrique, et Michel Guignard qui s'inscrit donc dans cette lignée de chercheurs scientifiques passionnés, érudits, qui ont fait don de leur, d'une part de leur savoir, mais de la mémoire de ce savoir, par l'intermédiaire de leur collection. Collection, collecte de terrain et archives de toute une vie. Le fonds Michel Guignard, pour en dire quelques mots. Donc, l'opération s'est effectuée en 2 temps. En 2004, Michel Guignard a fait don de son vivant, donc, à la Bibliothèque nationale de France, au département son, vidéo et multimédia, de l'ensemble de ses collectes de terrain, effectuées entre 1964 et 1967. Ce sont des bandes magnétiques de 13 cm, vous voyez, c'est ce format-là à peu près, effectuées donc sur le terrain et données d'un seul bloc, d'un seul tenant. 51 bandes qui constituent un peu moins de 45 heures de collecte audio. Je vous ai impliqué dans cette diapositive quelques images des magasins où sont conservées ces bandes magnétiques, reconditionnées, nous verrons plus tard dans ma présentation, dans des boîtes spécifiquement dédiées à cet effet, et dans des rayonnages où les documents sont sécurisés à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue de l'accès ou des conditions de conservation. Dans un second temps, malheureusement, donc Michel Guignard est décédé en 2020, et en 2021, c'est sa veuve, Aude Guignard, qui a fait don de l'ensemble de ses archives, le reste des archives qui constituent le fonds Michel Guignard à la Bibliothèque nationale de France. Donc ce sont des archives protéiformes, c'est le propre d'archives. Ils n'ont pas été triés en amont, ce sont des archives protéiformes qui contiennent aussi bien de la littérature grise, des échanges épistolaires, des tapuscrits, manuscrits, des rapports officiels ou non, des mémoires d'étudiants, des projets de production, des actes de colloque, des diapositives, des photos. Donc, voilà, un fonds protéiforme, 10 caisses d'archives qui sont en cours de traitement. J'y reviendrai un peu plus tard. Comme je vous le disais, donc, ces archives ont été données sans tri préalable, mais avec cette confiance que la personne, Aude Guignard, mais celle qu'avait aussi précédemment Michel Guignard, en l'institution BNF pour prendre soin et arriver à rendre compte et disponible de l'ensemble de ces archives. Alors, les premières étapes d'un fonds que nous recevons ainsi, qui n'a absolument pas été traité au préalable. Il n'y a pas eu de traitement particulier, que ce soit en termes d'inventaire ou de traitement sanitaire. Il n'y a eu aucun traitement préalable, et donc tout se fait dans l'enceinte et dans les emprises de la bibliothèque. Donc, première étape, l'expertise sanitaire. Quand on parle d'une expertise sanitaire, elle est bien évidemment complètement décorrélée du contexte que nous venons de traverser ces 2 dernières années, absolument rien à voir avec cela, mais bien une expertise qui prend en compte le fait que nous ne savons absolument pas, lorsque nous recevons ce type de fonds, comment il a été conservé précédemment. Dans des conditions saines, des magasins secs, tempérés, qui permettent une conservation pérenne,
ou pas. Peut-être, toute une partie du fond a pu être conservée dans des conditions pas nécessairement complètement adaptées, soumises à l'humidité ou au développement de champignons, tout à fait involontairement de leurs propriétaires, évidemment. Donc, première étape, expertise sanitaire. Pourquoi? D'une part, pour le fond, bien sûr, pour garantir la viabilité et une conservation pérenne, mais aussi parce que ces fonds que nous recevons, il vient intégrer l'ensemble des collections de la bibliothèque et qu'un champignon introduit malencontreusement à l'insu de tout le monde, à commencer par les conservateurs, introduit dans ces collections, c'est toute la collection qui est contaminée, ou au moins une partie considérable. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est bien là une étape tout à fait essentielle d'identification du caractère sain et en bon état du fond. La seconde étape, évidemment, pour y trouver une place, c'est de reconditionner dans des matériaux destinés à cet effet. Souvent, les collectionneurs, et là aussi, il n'y a pas de jugement de valeur ou de critique à effectuer à leur égard. Ce sont des conditionnements provisoires. Des conditionnements faits avec les outils, les moyens que l'on a à disposition. En tant qu'institution, en tant que récipiendaire d'un fonds que l'on nous confie, on nous confie pour le garder de manière pérenne. Et de manière pérenne, sans de limite dans le temps. C'est-à-dire que l'on conserve ce fonds pour toujours. C'est l'idée. Donc, à nous de nous donner les moyens et de mettre à disposition de ce type de fonds les moyens adaptés pour une conservation pérenne. Et enfin, troisième étape dans les préliminaires du traitement, c'est la numérisation, d'une part la copie sur support, puis la numérisation du fond, là aussi, toujours dans une optique d'une conservation pérenne du fond qui nous est confié. Second temps, un descriptif global, général, qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble du fond. Il ne s'agit pas de commencer à prendre pièce par pièce chacun des éléments qui constituent ces archives, mais bien d'essayer de s'en donner une image globale qui nous permette de savoir d'une manière générale de quoi est constitué ce fonds. Certes, on aura eu le témoignage en amont du donateur qui aura expliqué et qui aura justifié le fait que l'on se dise ce fonds nous intéresse, ce fonds intéresse la bibliothèque. Mais au-delà de ce premier échange que l'on a avec le donateur, nous avons, avant d'aller précisément dans la description du fonds, besoin d'en avoir, d'en cerner le périmètre, la nature, en termes de support et de contenu intellectuel. C'est sous forme de tableau Excel, très simplement, rien de très compliqué là-dedans, que l'on va décrire globalement le contenu d'un carton d'archives par des mentions telles que pochette, tel format, avec tant de documents imprimés, la nature du support, la date éventuellement si elle apparaît sur le document. Bref, une description globale, générale, qui nous permet d'avoir une idée, une première appréhension du fond. Dans un second temps, nous allons avoir cette même expertise, mais dans un registre beaucoup plus détaillé, beaucoup plus poussé. Et c'est ici une copie d'un tableau, là aussi c'est un tableau Excel, dans un premier temps, qui nous permet d'avoir une description, et là nous avons le fond sonore qui est décrit, c'est une copie d'écran, bien évidemment, où l'on décrit plus précisément le fond. Alors avec les archives Michel Guignard, les archives sonores Michel Guignard, on a le travail qui a été facilité dans la mesure où nous avons un type de support. Ce sont 51 bornes, 13 cm,
très clairement identifié. Très clairement, c'est le même support. On a affaire à un seul type de matériaux. Donc c'est assez simple. On a des archives qui sont plus complexes en termes de support et qui peuvent mêler aussi bien des bandes magnétiques de différents formats que des cassettes ou d'autres supports de collectage. Pour ce qui est du fonds Michel Guignard, comme je vous le disais, ce sont 51 bandes 13 cm qui ont été copiées d'entrée sur CD et auxquelles on a attribué un identifiant, ici SDCR, qui est une identifiant BNF, qui n'a pas plus de signification que cela, mais qui permet simplement de repérer les documents au sein de ces archives. Avec une identification, et c'est là qu'il y a un travail à faire très clairement, et avec les experts présents dans cette salle, il y aura certainement à pousser ce travail. Ici, nous avons une description très générique du contenu. Personnellement, je n'ai pas la certitude que le contenu de cette cassette, de cette bande, soit limité à ce qui est décrit ici. Peut-être d'autres choses sur la seconde partie de la bande sont peut-être à identifier. Là, nous avons une identification générique qui nous permet quand même de nous repérer sur le contenu de ces bandes. Donc là, on a une étape vraiment cruciale d'identification avec un élément BNF qui nous permet de décrire et de décrire chacune de ces bandes comme un élément unique que l'on va retrouver au sein de l'ensemble des collections patrimoniales, car il n'y aura aucun autre document qui aura ce même identifiant. Un autre moyen ensuite de décrire le fonds dont nous parlons, c'est une partie du catalogue de la bibliothèque qui s'appelle BNF Archives et Manuscrits, qui est spécifiquement dédiée à la description d'archives inédites. On est bien en présence ici de documents qui donc sont tout à fait hors périmètre du dépôt légal et qui donc ont besoin d'un outil qui leur est spécifiquement dédié et qui permettent de décrire le document, l'ensemble du fond. Vous avez ici un QR code que vous pouvez éventuellement flasher pour avoir directement accès à l'archive BNF, archive et manuscrits, et donc c'est une partie du fond consultable en ligne, une partie du catalogue, excusez-moi, une partie du catalogue BNF, archive et manuscrits, qui est consultable en ligne depuis chez vous. Donc là aussi, c'est un mode d'appréhension au-delà du contenu, on va parler du fond. Vous avez cet outil qui vous permet d'accéder, qui est une porte d'entrée supplémentaire vers le fond conservé dans les emprises de la bibliothèque. Donc, 3 points d'accès pour consulter ce document et consulter surtout son référencement. Le catalogue général de la bibliothèque, alors là vous aurez remarqué mon manque de professionnalisme avéré, j'aurais dû vous mettre le lien vers le catalogue de la bibliothèque. Sachez que vous pouvez le retrouver sur cataloguegénéral.fr, bnfcataloguegénéral.fr, vous aurez accès au site directement en ligne. Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la bibliothèque, de la BNF. C'est une offre documentaire dédiée donc au lecteur, bien évidemment, pour une consultation à distance, et ça nous intéressera très clairement pour un accès aux archives de Michel Guignard. Il faut que j'accélère. Pardon, je suis désolé. Donc, Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, sur laquelle nous aurons, j'espère, l'opportunité de mettre en valeur le fonds Michel Guignard. Et les salles de lecture de la bibliothèque, qui, pour le moment, sont le moyen privilégié. Je pensais avoir une slide supplémentaire. Les salles de lecture de la bibliothèque. On aura une photo plus tard. Rapidement,
ici le catalogue en ligne que vous pouvez consulter avec le référencement, pardon, excusez-moi, le référencement des archives Michel Guignard, en l'occurrence des archives sonores. Les archives papier sont encore en cours de traitement, consultables dans le catalogue général, uniquement les archives sonores. Donc on retrouve, vous voyez ici en haut à gauche, 55 notices. Je vous ai parlé de 51 bandes magnétiques conservées à la bibliothèque. On rajoute, issu du dépôt légal, l'ouvrage de Michel Guignard, paru en 1975, ça nous fait 52, plus l'édition de 2005, arrivée aussi par le dépôt légal, ça nous fait 53, plus peut-être les éditions Okora auxquelles Michel Guignard a contribué, et voilà pourquoi on a ce petit décalage. Mais ensuite, vous avez la liste des notices qui décrivent l'ensemble du fonds sonore Michel Guignard à la bibliothèque. Si l'on ouvre une de ces notices, on entre dans le détail de sa description, et vous voyez à droite que nous retrouvons l'identifiant DNF qui lui a été attribué, et en dessous, une autre code, un autre identifiant qui commence par NUMAR, qui est la consultation, qui est le document numérique, la numérisation du document d'origine. On peut le réserver, vous avez ce petit bouton à cet effet, et il sera ensuite consultable dans les salles de lecture de la bibliothèque. J'ai plus de temps. 2 petites minutes. Très bien. Donc, alors, pour terminer, parce que c'est quand même l'objet aussi de cette intervention, certes, il y a encore du traitement à faire sur ces archives, nous allons nous y employer, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensemble? Bibliothèque nationale de France, IFM et partenaires que vous êtes. C'est voir comment il est possible de donner un accès à ces documents. Et ce soit quoi nous avons commencé à travailler avec Mathilde Allard, avec Jérôme Duguerreau, avec plusieurs d'entre vous, à voir quelles sont les pistes qui vont nous permettre de donner accès à ces documents, que ce soit à la bibliothèque, c'est une chose, mais surtout pouvoir y donner accès ici, soit un accès distant par le biais du site de la BNF, soit sur la forme de partenariats auxquels nous allons réfléchir et qui vont nous permettre de valoriser et de faire vivre de nouveau le travail produit par Michel Guignard. Voilà, je vais m'arrêter là. Je tiens à vous remercier et à vous dire que pour moi c'était une première expérience tout à fait unique, une première fois pour moi à Nouakchott et en Mauritanie. Je tiens à vous remercier de votre accueil et j'espère que nous nous retrouverons prochainement. Merci infiniment, M. Capuchon, pour cette belle présentation. Donc là, je donne la parole à Mathilde Allard, qui est chargée de conservation et la valorisation du Fonds de Mauritanie. Elle va nous présenter le Fonds de Mauritanie de l'Institut français de Mauritanie. À vous la parole. Elle a une présentation PowerPoint, donc on peut s'installer là. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le Fonds Mauritanie est un ensemble patrimonial unique en Mauritanie. Ce fonds, constitué à partir de la fin des années 1960 au sein du Centre culturel français, plus couramment connu sous le nom de CCF, est une ressource documentaire de premier plan. Suite aux importants travaux de rénovation entrepris en 2021, l'Institut a impulsé une nouvelle politique de valorisation visant au réaménagement global de l'espace médiathèque et du fonds, afin de proposer un lieu d'accueil propice à la recherche et au développement de la connaissance sur la Mauritanie. Le Fonds Mauritanie a joué un rôle central pour plusieurs générations de Mauritaniens et de chercheurs. Toutefois, ces dernières années, l'espace a souffert d'un relatif désintérêt et les liens tissés avec le monde de la recherche se sont progressivement distendus. C'est avec la mise en œuvre de ce type d'événements scientifiques que nous espérons aujourd'hui réaffirmer le rôle central du Fonds et plus largement de l'Institut français dans les dynamiques de recherche et de coopération scientifique
tant au niveau local qu'international. Je me permets de remercier à ce titre le Centre de recherche et d'études sur l'Ouest saharien, avec lequel ce colloque a été patiemment conçu. Le projet de restructuration du Fonds Mauritanie s'appuie tout d'abord sur une opération de tri accompagnée d'une évaluation sanitaire. Le fonds avait notamment souffert d'un manque d'espace et de mobilier adapté, et une exposition prolongée à la lumière a par ailleurs accéléré la détérioration de certains documents. Ces étapes soulignent l'importance de nourrir une véritable réflexion sur la filière du livre et de la conservation des archives en Mauritanie. Et de nouvelles compétences sont certainement attendues dans ces domaines. La salle de consultation est désormais dotée de plusieurs meubles de rangement, ainsi que d'une grande bibliothèque. L'ensemble des fenêtres est équipé de filtres anti-UV afin de préserver la conservation des ouvrages. Enfin, un système de climatisation permet d'obtenir une température contrôlée dans l'espace du Fonds Mauritanie. La seconde opération est celle du catalogage des ouvrages à l'aide du logiciel de gestion PMB en place depuis 2002 pour la médiathèque de l'Institut. À ce jour, 4588 documents ont été catalogués pour le Fonds Mauritanie. Vous voyez ici la répartition. Le catalogage est un travail au long cours qui nécessite de réviser régulièrement les notices pour en améliorer les critères de recherche. La saisie des documents dans le système touchant bientôt à sa fin, un inventaire plus complet aura lieu d'ici la fin de l'été, ce qui permettra de faire le point sur les ouvrages manquants et de proposer de nouvelles acquisitions. Ces acquisitions poursuivront deux objectifs. D'une part, l'exhaustivité sur certains auteurs ou certaines revues incontournables, et d'autre part, une acquisition systématique des derniers travaux de recherche publiés avec la mise en place d'un système de veille documentaire. Vous voyez ici la répartition avec une nette prédominance des ouvrages dits documentaires qui englobe aussi l'ensemble de la littérature grise et des travaux de recherche. La médiathèque a fait le choix de privilégier l'espace public de la médiathèque pour la conservation des ouvrages de fiction, ce qui explique ici leur faible nombre. Vous voyez ici la répartition thématique des ouvrages au sein du Fonds Mauritanie, avec une prédominance des ouvrages liés aux sciences sociales. Aujourd'hui, le Fonds Mauritanie propose un accès à distance au catalogue des ouvrages présents via le catalogue récemment refondu de la médiathèque de l'Institut, et il est donc possible d'effectuer une première recherche afin d'identifier les titres que vous souhaitez consulter. Plusieurs projets de partenariat sont à l'étude pour une mise à disposition du catalogue comme outil de facilitation de la recherche. Tout d'abord, un catalogage des travaux de recherche conservés au CEROS, mais aussi le catalogage de la bibliothèque de la Fondation Vernol, qui est une bibliothèque privée. L'intégration de ces bibliothèques à l'outil de gestion de la médiathèque de l'Institut permettra de mieux identifier et de mettre en valeur les différents espaces de recherche et de conservation présents en Mauritanie. Merci. C'est aussi bien sûr une manière de faciliter le travail des chercheurs. Venons-en à la bibliothèque de ressources numériques, un outil novateur au service de la valorisation du Fonds Mauritanie, qui est le projet que nous avons développé cette année. La mise en œuvre de ce projet était contrainte par plusieurs facteurs. Premièrement, une contrainte d'ordre technique. Le logiciel de gestion PMB, que je vous ai présenté pour la médiathèque, est conçu uniquement pour le catalogage des ouvrages. Il fallait donc trouver un autre système pour gérer les collections graphiques et éventuellement des collections sonores. Mais aussi une contrainte d'ordre financier et RH. Nous avions besoin d'une solution adaptée aux moyens financiers de l'Institut
Et les logiciels de gestion des collections sont très coûteux et requièrent souvent une formation conséquente. Fallait trouver un logiciel accessible, d'appropriation facile pour les différents agents concernés par son utilisation. Enfin, il fallait concilier les deux grands enjeux du Fonds Mauritanie, qui sont la conservation et la valorisation. Nous avons opté pour le logiciel OMIKS, un outil de gestion dédié à l'organisation, à l'exposition et à la mise en ligne de données iconographiques avec leurs métadonnées. Ce logiciel de gestion nous permet ainsi de valoriser et de diffuser les collections sous la forme d'une bibliothèque de ressources numériques accessible en ligne. Les paramétrages de l'outil ont eu lieu au cours des derniers mois. La plateforme de travail est aujourd'hui opérationnelle, l'ossature et les outils sont là. Il faut maintenant accompagner les évolutions nécessaires en termes de forme et d'indexation. La photothèque compte 6409 articles ainsi répartis. Le traitement du flux graphique est effectué en application de la chaîne de traitement, inventaire, classement, numérisation et intégration au logiciel de gestion, reconditionnement des documents et enfin valorisation. Avec l'acquisition de matériel de conservation, le reconditionnement physique des articles a pu être mené en accord avec les principes de conservation recommandés, donc des boîtes en carton au pH neutre, sans acidité, et des pochettes en polyester Melinex, qui est un plastique inerte et chimiquement stable. Par ailleurs, les aspects juridiques de la donation et de la cession de la propriété matérielle des archives, et surtout l'ensemble des droits d'exploitation, exposition, représentation, reproduction, n'avaient jamais été formalisés et n'avaient pas fait l'objet de conventions. Donc pour le cas des photographies de Michel Guignard conservées dans le Fonds Mauritanie, nous avons établi avec Madame Aude Guignard un contrat de don et de cession non exclusive des droits d'auteur afin de régulariser la présence de ces archives au sein du Fonds Mauritanie. Je vais vous présenter maintenant concrètement l'espace public de la bibliothèque de ressources numériques, avec aujourd'hui, d'abord le back-office. Donc aujourd'hui, on a 780 documents intégrés à la bibliothèque de ressources numériques. Et le logiciel propose de nombreuses fonctionnalités. Donc là, vous voyez l'ensemble des articles pour le moment intégrés au logiciel de gestion. Et on a des modèles de ressources très facilement adaptables à nos besoins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir un modèle de ressources pour les cartes, pour les photographies ou pour les sons, avec des champs différents selon les spécificités du support. Ces champs utilisent le vocabulaire dit Dublin Core, qui est un langage développé pour décrire les documents de manière simple et standardisée, et qui permet une interopérabilité minimale entre des systèmes conçus indépendamment les uns des autres. Ce qui veut dire plus simplement qu'on peut facilement échanger entre bibliothèques des informations. Par ailleurs, toutes ces informations rentrées dans le logiciel nous permet une exportation directe des données sur format Excel afin d'obtenir un document d'inventaire complet du fond, selon les critères que l'on définit. Donc là, vous avez une capture d'écran d'une partie du tableau Excel actuel, de l'inventaire actuel du logiciel. Maintenant, je vais vous présenter la partie publique du site, donc la bibliothèque de ressources numériques, accessible à tous. Donc ici, vous allez voir la page d'accueil avec une carte qui permet de géolocaliser l'ensemble des ressources intégrées à la bibliothèque. Je vais continuer, vous verrez au fur et à mesure. Les articles sont regroupés donc, dans un onglet qui s'appelle « Nos collections » en haut. Donc, sont regroupés en dossiers et chaque dossier propose une visionneuse, une carte interactive et les informations complètes sur le dossier.
Là, je vous propose d'entrer plus particulièrement dans le dossier Regard sur le pays mort avant l'urbanisation, qui est le dossier qui contient les archives photographiques de M. Guignard, conservées au Fonds Mauritanie. Donc là, vous avez la visionneuse. Ensuite, vous avez la carte interactive avec la géolocalisation des photographies de Michel Guignard. Au niveau de la visionneuse, vous avez l'ensemble des documents du dossier avec les informations détaillées pour chaque photographie. Vous pouvez mettre en grand écran, zoomer sur le média, mais aussi partager ou télécharger la visionneuse. Donc le Fonds Guignard compte 19 photographies conservées au sein du Fonds Mauritanie, et Madame Aude Guignard nous a également fait un dépôt de copies numériques de certaines de ces photographies. On a pu ajouter à la bibliothèque et ainsi enrichir le panel des photos de Michel Guignard. La bibliothèque de ressources numériques développe aussi un volet cartothèque avec un ensemble de 179 cartes géographiques répertoriées au sein du fonds, et nous réfléchissons actuellement aux meilleurs moyens d'en effectuer la numérisation pour pouvoir intégrer ces documents à la bibliothèque de ressources. Un meuble spécial, un meuble plat, a été commandé pour le reconditionnement physique des cartes. Outre cette bibliothèque, une bibliothèque sonore viendra compléter les différentes potentialités offertes par l'outil. Actuellement, le Fonds Mauritanie ne compte pas de collection sonore, toutefois nous espérons pouvoir développer des projets dans cette direction. Tout comme pour les ouvrages, nous souhaitons proposer à des partenaires extérieurs de mettre en dépôt numérique leur collection. Un premier test a été réalisé avec des enregistrements de musique Azawan, issus de la collection de M. Mohamed Ould Bouleiba, qui était présent cette semaine avec nous. Donc, une convention de dépôt avec autorisation de valorisation, diffusion et mise à disposition a été signée entre les deux parties. Et donc aujourd'hui, vous pouvez écouter un ensemble de 10 morceaux d'Azawan sur le site du Fonds Mauritanie. Un partenariat avec la BNF est également à l'étude concernant la mise à disposition des archives de Michel Guignard. Ces documents restent bien sûr l'entière propriété physique des contributeurs, et la bibliothèque de ressources numériques sert uniquement d'outil de centralisation des ressources et de plateforme de valorisation et de diffusion. C'est un outil qui est collaboratif puisqu'il permet aux utilisateurs de consulter et de télécharger les ressources de différentes natures, mais aussi collaboratif grâce à un système de formulaire en ligne qui offre aux utilisateurs, la possibilité d'identifier des ressources ou de proposer de nouvelles ressources à intégrer. Donc il y a beaucoup de ressources sur lesquelles on a assez peu d'éléments. Donc on invite les utilisateurs à nous fournir des éléments d'identification, qu'ils soient géographiques, une identification de personnes, s'ils en ont la connaissance. Pour conclure, j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre les nouveaux enjeux du Fonds Mauritanie. La bibliothèque de ressources numériques témoigne de la volonté de l'Institut français de proposer un dispositif novateur à l'écoute des usages des nouvelles générations, créateur de liens en encourageant la coopération scientifique avec le monde mauritanien et, si je peux dire, mauritanologue, et enfin porteur de projets avec une politique de partenariat que nous espérons active entre les différents acteurs du monde de la culture, de la recherche et de la conservation. Nous ne saurions terminer une présentation du Fonds Mauritanie sans en faire la visite. Je vous propose donc de nous y rendre ensemble juste après notre temps d'échange. Et nous serons accueillis par mes collègues, M. Sirewan, responsable de la médiathèque, et M. Tiekoumba Diouf. Je vous remercie pour votre attention.
Merci infiniment Mathilde Dalla pour cette communication sur le front de Mauritanie. Et je pense que malgré l'absence de la communication de notre collègue Kalma Moudouadia sur l'aspect de la situation, donc, je pense que malgré l'absence de notre collègue, la communication de notre collègue Kalma Moudouadia, on a pu trois communications. La première, c'était sur un petit peu, il n'a pas décivilisé sur un instrument d'Ebdagger de Walata. Et puis, on a écouté aussi cette présentation sur le fond sonore de la Bibliothèque nationale de France avec M. Pierre Pichon. Et la seconde et la dernière communication, c'était sur le fond de Mauritanie, qui est très intéressant. Aussi, je pense qu'il y a un fil conducteur qui regroupe tous ces trois éléments, qui est la valorisation et de sauvegarde du patrimoine compris à Zama. Donc maintenant, je passe la parole à la salle. S'il y a, malheureusement, il y a un jeune qui veut présenter quelque chose, mais malheureusement, ce n'est pas programmé. Mais je peux lui donner la parole à un premier lieu. Fada. J'ai préparé une petite présentation PowerPoint, si je peux l'utiliser. Ce n'est pas programmé, c'est juste par rapport à ce qu'on a présenté. Il ne faut pas rajouter quelque chose sur le programme, parce que le programme est déjà défini dorénavant. Ce n'est pas un commentaire, c'est plutôt une présentation. Normalement, je dois les présenter dans les sujets, mais... C'est pas possible, c'est pas possible. Okay. C'est pas possible. Si vous avez une remarque, quelque chose au sujet, Sébastien Poulet, mon ami. Catherine, pardon, excusez-moi. Je voulais remercier les intervenants de ce matin et faire deux remarques qui sont un peu des questions aussi, mais quand même plutôt des remarques à M. Marouani, parce qu'il a dit des choses qui font tilt pour moi. Il faut que je vérifie, mais je pense que la racine, pour moi, c'est la racine accompagnée en zénaga et en berbère, c'est une racine générale. Et donc, l'idée d'unir, de mariage, de marier, ça serait avec un M, mais le passage de B à M est tout à fait possible, pas choquant à l'intérieur de l'évolution linguistique. Donc, cet élément, pour confirmer la proposition étymologique de Bdouké, je ne sais pas si vous avez compris. Il s'agit de l'étymologie de Bdouké. Je voulais confirmer ça du point de vue du berbère, sur la notion d'unification qui est effectivement avec cette racine et qui a donné aussi le nom de mariage. Avec Et la deuxième chose, vous parliez de Koranjé, vous parlez de chansons avec un non compréhensible, et, si j'ai bien compris, et vous avez cité le terme de Koranji. Koranji est le nom d'un parler songhai, parlé dans le sud de l'Algérie, dont mon collègue Lamine Swag est spécialiste. C'est un parler songhai où il y a du berbère et notamment du zénaga et du hassania, mais fondamentalement c'est un parler songhai. Et donc je pense que ça n'est pas vraiment de l'Azer. Si c'était de l'Azer, il faudrait voir avec les collègues parlant soninké. Je pense que ça permet. Mais en tout cas, je pense que ça serait très intéressant d'essayer de voir avec des spécialistes d'où vient. Est-ce que ça peut effectivement être un témoignage de l'histoire songhai, un peu, un témoignage qui serait resté dans cette région. Ça serait extrêmement intéressant, je pense, d'un point de vue historique. Donc, Sébastien,
Merci. Je sais pas si oui, vous m'entendez. Merci pour vos interventions. Je suis vraiment rassuré et j'étais comment dire, assez impressionné par ce travail d'archivage, de conservation, de transmission que vous êtes en train de faire. C'est rassurant pour les chercheurs qui travaillent en Mauritanie de savoir qu'il y a effectivement des structures comme ça qui continuent à garder tous ces documents, à les transmettre, à les enrichir en permanence. Donc ça, c'est formidable. Après, on en a beaucoup discuté avec Mathilde ces dernières semaines. L'enjeu, c'est aussi de toucher le monde universitaire et le monde des étudiants en Mauritanie. Je suis quand même un petit peu inquiet, je ne vous le cache pas. Justement, quand on est chercheur et qu'on vient ici, on a de moins en moins d'interlocuteurs à l'université. On a l'impression que l'université ne fait plus de recherche, n'est même pas intéressée par ces questions-là, par le livre, par la bibliothèque, par l'archivage. On a l'impression que c'est pas Maoumoui. Voilà. Donc, l'enjeu, il est là. Donc il faut mettre des affiches à l'université, il faut informer sur l'existence du fonds. C'est capital pour les étudiants, c'est pas facile, il faut se battre pour le faire. Et puis j'avais une petite question très technique sur comment on va faire pour si par exemple on a une publication où on a envie de mettre des photos justement de Guignard ou d'autres chercheurs. Comment ça se passe au niveau du copyright, puisqu'on aura un accès à ces photos, on aura accès à ces documents sonores, et comment on fait pour les utiliser et pour publier éventuellement à partir de ces travaux. Voilà, merci. Professeur Mamadou Diop. Bonjour. Alors, Mamadou Diop, donc l'université de Nouakchott, et nous sommes présents ici avec nos étudiants qui sont très intéressés par ces choses-là. C'est pour rassurer la personne, notre collègue qui vient prendre justement parole. Et j'attire aussi l'attention sur le fait qu'il y a un travail phénoménal qui a été fait depuis très longtemps par l'université de Nouakchott. Effectivement, il y a un arrêt depuis quelques années, mais qui a été fait dans une approche linguistique, parfois même ethno-linguistique, avec le défunt professeur Diagana. Et depuis quelques années, depuis 3 ans, 4 ans, il y a même dans la programmation des cours à l'université 2 approches qui sont intégrées dans les enseignements et que nous appelons études d'un corpus, donc, où les étudiants sont initiés à des approches littéraires, ethno-linguistiques, thématiques, voire même avec le projet qui se met en place, ethnomusicologie aussi, qui va être pris en compte. Voilà, donc ça c'est pour assurer. Et puis je ferai une remarque et je poserai aussi une question. La remarque, c'est que je vois que le Fonds Mauritanie s'intéresse beaucoup à ce qui donc va être mis en place, notamment au sujet des archives et autres. Et je salue d'ailleurs le travail qui est fait, qui va être mis en contribution dans nos cours, parce que moi, personnellement, je découvre. Mais je pense aussi que pour l'heure, souvent, pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas concernés seulement par le travail qui est fait essentiellement en Mauritanie, mais également par les aires culturelles. Parce qu'à partir d'un moment, surtout quand on parle des Peuls, quand on parle des Soninké, quand on parle des Wolof et autres, qui ne sont pas, bien entendu, essentiellement en Mauritanie, mais dans des pays limitrophes, nous parlons plus d'aires culturelles. Et je trouve que sur ce plan-là, il y a un travail aussi qui a été fait, notamment par les élèves, par Bangart, par Christian Seydou, n'est-ce pas, qui sont disponibles et accessibles et qui culturellement concernent bien sûr les étudiants d'origine négro-africaine que nous trouvons en Mauritanie. Donc je pose la question par rapport à notre jeune du Fonds Mauritanie. Est-ce qu'il est prévu de mettre aussi en ligne et disposition donc accessible, on va dire,
des éléments sonores, voire même des archives, en tout cas sonores ou numérisées, pardon, de la vidéo numérisée, accessible, concernant les autres composantes, on va dire littéraires, ou même, voire même en matière de musique, surtout pour ce qui est du genre épique, qui est phénoménal aussi en Mauritanie. C'était ma question. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse, je ne peux pas poser la question en français parce que je ne maîtrise pas la langue française. Je suis obligé de poser la question avec la langue arabe. هناك دائما يطرح بعض المختصين أن الموسيقى الموريتانية تصف بعض المقامات بصفات الماضي الكحال والبياض. معروف أن الكحال والبياض يوصف به الماضي، لماذا المسموع يوصف بالكحال والبياض؟ وشكرا. Oui, non, je vous remercie aussi de vos exposés très clairs. Et je me souviens qu'il y a très longtemps de cela, il y avait un verrou du point de vue de l'information scientifique dans les institutions que j'ai fréquentées en Mauritanie. C'est celui des périodiques scientifiques. Et je voulais savoir auprès de mademoiselle Allard, est-ce que les dispositions sont éventuellement prises pour que ces périodiques, certains nombre, la liste pourrait être établie, de périodiques particulièrement intéressants pour l'espace scientifique mauritanien. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est envisagé que ces périodiques soient éventuellement acquis un abonnement pour que le public scientifique ou des chercheurs en Mauritanie qui n'ont pas trop de moyens, et même les institutions publiques, il y avait le problème était celui notamment des devises, etc., de rendre accessible ces revues scientifiques à un public de chercheurs en Mauritanie. Je vous remercie. Merci, je suis très content de suivre ces efforts de la Bibliothèque nationale de Paris, l'Institut français de Mauritanie relative à l'organisation et la disponibilisation du fonds Guignard et du fonds Mauritanie de l'Institut. Merci. J'ai reçu que sa proposition est entendue par les universitaires. Pour compléter la question de mon collègue Abdeloudou Licher, je propose, je peux vous informer qu'il y avait plusieurs revues Paris en Mauritanie qui sont disponibles. On pourra vous aider à trouver leur collection. Le site de l'Institut mauritanien de recherche scientifique, je crois qu'il est maintenant au numéro 14 ou 15. Revue Massadr, publié par le laboratoire d'études de recherche historique de l'Université de Nouakchott, je crois qu'il est au numéro 6 ou 7. Les annales de la faculté des lettres, encore numéro 15 ou 16. Donc, nous pouvons vous aider à collectionner des numéros déjà publiés pour ces revues, pour enrichir votre fonds sur la Mauritanie. Une dernière question adressée à M. Pierre Fion. Vous avez cité cette expertise sanitaire. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur cette technique? Merci.
Abdallah Ebeli. Aujourd'hui, je vais présenter ce sujet de nouvelle casquette, parce qu'elle est en relation avec ce que je vais dire. Ancien journaliste au journal Charles pendant les années 76-77. À l'époque, j'animais la page culturelle du journal. Et j'avais 3 abreuvoirs culturels et cognitifs, c'est-à-dire 3 sources pour l'acquisition de la culture et de la connaissance. Entièrement en français, c'était le Fonds Mauritanie. À la bibliothèque, c'était du temps de Madame de la Rosière. Et ici, je lui rends hommage pour l'effort et pour son œuvre qu'on ne peut pas oublier. Elle a beaucoup servi la Mauritanie, Madame de la Rosière. Et à l'époque, le Fonds Mauritanie était dans une petite pièce étroite, tout à fait pourquoi. Et en plus de la secrétaire du fonds, il y avait après 2 places pour les visiter. Parce qu'on ne pouvait pas faire sortir les documents, donc on était obligé de demander à la secrétaire de faire les photocopies et de les amener. Aujourd'hui, je suis heureux de voir les améliorations apportées à ce fonds. Et à l'époque, quand même, ça nous a été très utile. Personnellement, je m'abreuvais, j'ai fréquenté régulièrement ce fonds, en plus bien sûr de l'Institut mauritanien de recherche scientifique, c'était la source bilingue à l'époque d'Abdallah El-Bakar, on l'appelait à l'époque Vergari. Et c'était aussi une source Et la 3e source, naturellement, c'était une source arabe, c'était le centre culturel égyptien. En tout cas, ici, c'est tout simplement pour rappeler l'apport culturel du Fonds Mauritanie au sein du centre culturel français depuis cette date, et surtout sous le magistère de Madame de la Rosière. Et je lui suis personnellement très reconnaissant pour sa disponibilité, pour les services qu'elle a offerts aux étudiants, aux chercheurs, aux journalistes, parmi lesquels j'ai figuré à l'époque. Je vous remercie. Excusez-moi. Pour enrichir le fonds Guignard à la Bibliothèque nationale de Paris ici, j'ai oublié de dire qu'au CEROS, votre partenaire, Michel Guignard avait animé des activités avec des documents sonores qui existent au CEROS. Donc il faut voir avec vos partenaires, que j'ai eu l'honneur de diriger en 2010-2011, table ronde, conférence, quelque chose comme ça. Avec plaisir, bien sûr. Donc c'est bon, il y a... Ça c'est une bonne chose. Ok, donc en ce qui concerne le Fonds de Mauritanie, moi je suis témoin parce que lorsque j'ai préparé ma thèse il y a quelques années sur l'enseigne de Mauritanie, j'ai trouvé une documentation assez exhaustive sur le sujet. Et là je me souviens qu'il y a une très bonne documentation. La quasi-totalité, la majorité des tests qui ont été faits, soit en histoire, en sciences sociales, par les Mauritaniens, ils sont au fond de Mauritanie. Et puis si on voit surtout ce qu'elle a présenté Mathilde, les sciences sociales représentent une grande partie de ce fonds-là. Donc c'est un fonds qui est très riche pour les étudiants de l'université qui sont parmi nous. Et je veux, avant de répondre, que vous répondiez à Abdou sur la question d'accès aux revues. Il y a quelques années, il y avait la banque BMCI, il a fait une salle, il a abonné pour la fac de lettres à quelques revues internationaux. Mais je ne sais pas, après ça, on a déménagé du site, de l'ancien site de la fac de lettres,
au nouveau campus, mais je ne sais pas, est-ce que je doute que l'expérience a été continuée. Donc c'est juste un éclairage par rapport à la remarque que vous avez présentée. Et je passe la parole à Annie Marmani, le président. Merci, monsieur. Merci, madame Catherine. Je reviens sur les deux remarques que vous avez avancées. La première au sujet de l'espace et au sujet de l'origine. Donc, non, c'est à l'origine, vous n'avez pas parlé de l'origine le trajet sur les racines de Degdaga. C'est pas ça. Donc, je veux dire, c'est un mot dérivé de Dekkel. Dekkel, c'est-à-dire Jama'a. C'est en lettres sénégales et en lettres en général. Ouais, c'est ça le mot. Notre remarque au sujet de Koranji, il existait à l'époque Koranji, Taswarit, le Soraï, ça c'est des dialectes qui existaient dans le Grand Sahara. Si vous vous rappelez, il existait à Walata avant le XIVe siècle, il existait des grandes familles savantes. C'était Oulad Dara Mohamed qui ont enrichi les connaissances linguistiques à Tombouctou. Il y avait aussi la famille Ouqaïd, où le célèbre homme Ahmed Boubaba. Il y avait aussi la troisième famille, c'est la famille El Hajj, où il y avait le célèbre historien monsieur Babagouri Ibn El Hajj Mohamed Kano, qui a fait le premier ouvrage sur l'histoire. Ça, c'est pour une idée. Mais en ce qui concerne les dialectes, moi, je n'ai pas pu déchiffrer ce que j'ai vu dans un manuscrit. Je croyais que c'était Koranji, mais peut-être Koranji ne fait pas partie de l'Ézé. C'est un autre texte. C'est un autre dialecte du Soraï. À Walata, il y avait à l'arrivée de Battuta, il a cité que la ville de Walata parlait le Soraï. Et il y avait deux rois, un noir et un blanc, ou deux sultans. Et aussi au sujet de l'itinéraire de l'arrivée du Degdaga, je peux me référer sur la citation de Battuta en disant ومدينة الولاة الشديدة الحر بها يسير نخلاتي يزرعون خلالها البطيخة ومياهها بعساء بها ولحم ضال كثير بها ولباس أهلها حسان مصرية. Parce que là, on peut dire que la relation était très liée, la relation caravanière entre Walata et la mer Rouge. Merci. Si j'ai bien répondu. Ok. Donc, je passe la parole à M. Perpichon. Pour répondre à la question sur l'utilisation qui pourra être faite des données qui vont être mises en ligne, bien évidemment qu'elles seront soumises à autorisation des ayants droit. Il n'y a rien de très nouveau dans ce que je vous dis là, mais rien ne peut se faire en dehors du cadre légal et a fortiori pour une institution comme la nôtre, se fait en dehors d'autorisation, qu'elle ce soit un copyright ou pour les photos ou pour une autorisation morale pour les collectes sonores. Ça ne soulèvera pas forcément toutes les difficultés légales, j'en ai bien conscience. Malgré tout, le travail que l'on souhaite mettre en place et faire est bien de rendre accessibles ces documents, donc dans un premier temps en termes de consultation, pour ce qui est d'une exploitation, d'une mise en valeur.
je pense que tout cela reste ouvert dans la mesure où on reste dans le respect moral des producteurs. Les producteurs, j'entends au sens large du terme, des collecteurs et des personnes enregistrées. Et toujours soumis sous réserve d'autorisation. Pour ce qui est de l'autre question posée concernant l'expertise sanitaire, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner d'éléments techniques sur les outils ou méthodes employés en l'état sur cette expertise fournie par les services de la bibliothèque. Mais ce sont des laboratoires qui sont disposés en interne, mais il n'y a pas de prestation extérieure, c'est une prestation qui a lieu en interne dans nos services pour identifier, via le service de conservation de la bibliothèque, les éléments potentiellement pathogènes contenus dans des collections qui auraient été conservées dans de mauvaises conditions. C'est relativement rare, ça arrive. Donc on est obligé de se prémunir contre ce type d'accidents, qui restent des accidents, mais sur lesquels, du fait que ces donations intègrent des collections patrimoniales qui sont là pour une conservation pérenne, nous sommes obligés d'avoir cette expertise, avec les moyens qui sont les nôtres. Mais je resterai à votre disposition si vous voulez avoir des éléments plus complets concernant les moyens techniques et laboratoires internes qui sont susceptibles de vous renseigner. Institut français, vivre les cultures.